Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Décision historique, le président américain a ouvert la voie à une normalisation des relations diplomatiques rompues depuis 1961 avec Cuba. Une attaque revendiquée par les talibans contre une école au Pakistan a fait 141 morts, dont 132 enfants. Après 16 heures de siège, le preneur d'otages dans un café de Sydney, un islamiste radical, a été abattu lors d'un violent assaut de la police australienne. 2 otages ont également été tués et 4 autres blessés. La Cour de justice européenne a retiré le Hamas de sa liste des organisations terroristes pour vice de forme. La Commission, elle, maintient le Hamas sur sa liste. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Isra Kaldon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de remplacer Eli Barnavi aujourd'hui, de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes diplomate israélien depuis plus de 40 ans. Vous avez été ambassadeur d'Israël, notamment au Danemark, au Conseil de l'Europe aussi, et à l'UNESCO à Paris. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, vous êtes conseiller diplomatique du Congrès juif israélien, directeur de l'École des jeunes ambassadeurs et président du Club des ambassadeurs. Autant dire que la diplomatie n'a pas de secret pour vous, et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de questions sur les relations internationales à vous poser aujourd'hui. Cette affaire du dégel des relations entre Cuba et les États-Unis, c'était quelque chose qui était prévisible ou c'était vraiment soudain? Donc, je salue cette décision qui était vraiment une décision surprise, mais qui prouve une chose, que seule la négociation directe peut aboutir à des accords convenables. Et dans ce cas-là, se pose la question évidemment des sanctions. Est-ce que les sanctions sont efficaces ou seules les négociations sont efficaces? Dans le cas de Cuba, les sanctions n'ont pas marché du tout. Qu'est-ce qui a marché dans l'affaire du Cuba? C'est le fait qu'après que le communisme s'est effondré, après que le Venezuela, bailleur de fonds du Cuba, a cessé lui-même, et son économie est au plus bas, et donc a cessé de payer le budget du Cuba. Après tout cela, le Cubain n'avait aucune autre option que de se rapprocher des États-Unis. Du côté américain, il y avait Obama qui a vu que pendant 50 ans, les sanctions n'ont pas marché. Il est devenu un président sans avoir derrière lui le Congrès et le Sénat. Et il a décidé de ne pas être un lame duck, comme on dit en anglais, un canard boiteux qui ne peut rien faire sans le Congrès et sans le Sénat. Et il a décidé de prendre des décisions et de démontrer ses capacités de leader. Alors justement, ce Congrès, ce Sénat, il va y avoir un gros souci dans quelques jours pour Barack Obama, c'est qu'il va perdre la majorité, vu que la majorité il a perdu la majorité, mais il ne peut plus imposer ses décisions au Congrès, vu qu'il y a une majorité républicaine. Est-ce que l'embargo va vraiment être levé? L'embargo sera levé, j'y crois, parce que il y a des élections dans 2 ans aussi, et les républicains doivent comprendre que le monde a changé et que les relations entre le Cuba et les États-Unis vont changer. On parle maintenant de tourisme, d'ambassade. Il y a déjà une ambassade qui existait d'ailleurs depuis longtemps là-bas et qui travaillait. Je crois que ce dégel-là et cette normalisation sont normales. Et c'est bon que ça soit décidé enfin. Et encore une fois, en tant que diplomate, là où il y a une solution pacifique d'un conflit, je suis pour. Alors, justement, je vais avoir besoin de votre capacité de diplomate pour comprendre ce qui est en train de se passer. Le Parlement européen a voté une résolution assez soft qui appelait une reconnaissance de la Palestine plus soft. J'entends que le Parlement français, dans le sens où c'était une déclaration de principe qui doit s'inscrire dans le cadre de négociations de paix, donc pas très unilatérale par rapport au Parlement français. Mais on a tout de même l'impression que le train de la reconnaissance de la Palestine par l'Europe et par le monde est lancé et qu'Israël ne pourra rien y faire. C'est vrai, mais Israël ne s'oppose pas à un État palestinien, comme vous le savez. Il y a une décision, une position israélienne qui est déclarée, qui est connue. C'est 2 États pour 2 peuples. Et donc Israël ne s'oppose pas à un État palestinien. Israël s'oppose à des diktats, à des conditions imposées par les Palestiniens ou par le groupe arabe ou par des pays européens. Et Israël rejette
tous ces diktats et toutes ces positions. Alors, autre résolution qui a été déposée par les Palestiniens, cette fois via la Jordanie, au Conseil de sécurité. On ne sait pas s'il va y avoir un vote tout de suite ou si le vote va être décalé. Ils demandent un retrait israélien sous 2 ans, puis... un accord de paix sous 2 ans, puis un retrait israélien sous 3 ans de Cisjordanie. C'est une menace, cette résolution? Oui, Israël rejette ce genre d'approche unilatérale de la solution du conflit. Et si on accepte cette résolution, comme l'ont fait certains pays européens, et je le déplore vivement. La France voudrait déposer sa propre résolution. Non, et dans ce cas-là, la proposition jordanienne de l'ambassadrice Dina Kawar, que j'ai rencontrée à Paris à maintes reprises quand j'étais ambassadeur à l'UNESCO, elle aussi, elle était là-bas, c'est de demander une négociation d'1 an, et après ça, les 2 années après, d'avoir un retrait israélien, d'aboutir à une conclusion. Et moi, je dis que ça, c'est un diktat, et je pense que tout ce que proposent les Palestiniens, ce sont des conditions préalables à une négociation qui devrait se faire. Car si on doit accepter Jérusalem-Est comme capitale des Palestiniens, si on doit accepter le retrait aux frontières de 67, contrairement à la résolution 242 du même Conseil de sécurité. Ils veulent les résultats des négociations, on voit les négociations. Exactement. Donc, il reste à quoi à négocier? On a beaucoup parlé de la Palestine, mais l'Europe a aussi parlé du Hamas. Cette semaine, la Cour de justice européenne a dit qu'il fallait retirer le Hamas de la liste des organisations terroristes. Pour question de vice de forme, la Commission dit qu'elle va la maintenir sur la liste. Vous pensez que l'Europe va revoir sa position vis-à-vis du Hamas? C'était un hasard, ce n'est retrait? pas un hasard, et c'est un aveuglement total de la part de l'Europe. Quand j'ai vu c'est très politique. Et quand j'ai vu cette série de débats dans les parlements européens sur la reconnaissance d'un État palestinien, je me posais la question, pourquoi il n'y aurait pas dans tous ces parlements, et le Parlement français aussi, un débat sur l'antisémitisme en France et en Europe? Il y a des commissions tous les jours. Pourquoi il n'y aurait pas un débat, un vrai débat national sur le problème de l'antisémitisme en France? Il y a un exode des Juifs de France aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, malgré toutes les déclarations des dirigeants français et des autres pays européens, les Juifs continuent à se soumettre à des accusations, à des attaques, à des meurtres. Donc, il n'y a pas de place pour les Juifs aujourd'hui en Europe. Merci beaucoup, Yitzhak Eilan, de vos explications. À parler à présent des chrétiens d'Orient en cette période de Noël. Cette semaine, le monde entier célèbre Noël et cette année encore, les regards seront tournés vers les chrétiens d'Orient qui sont persécutés par les islamistes. L'occasion pour nous de nous intéresser à la situation des chrétiens en Terre Sainte. Avec nous, pour en parler, Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal pour Jérusalem. Monseigneur, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Pendant la guerre de cet été en Israël, vous avez lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle impose un cessez-le-feu. 3 mois après la guerre, quel est votre sentiment sur la situation ? Il n'y a pas eu beaucoup de progrès. La reconstruction de Gaza n'a pas été faite. Les gens à Gaza souffrent des conséquences de la guerre. Et on ne voit pas dans l'horizon une solution qui avance, malheureusement. On est après la guerre au point de vue politique comme on était avant la guerre, mais je dirais au contraire, il y a aussi un peu plus de tension, surtout à Jérusalem. Les dernières semaines étaient très tendues, soit au point de vue politique, soit au point de vue sécurité, soit au point de vue religieux, parce que la tension a pris un caractère religieux autour de Al-Aqsa et à cause aussi de ce qui s'est passé à la synagogue de Har Nof. Alors, on a beaucoup parlé de la situation des chrétiens d'Orient dans les derniers jours. Est-ce que les chrétiens d'Israël vivent convenablement et peuvent pratiquer leur culte librement ? En effet, en Israël, les chrétiens sont libres de construire des églises, d'avoir leurs écoles, d'enseigner la religion chrétienne, d'avoir des lieux de culte, de pratiquer, d'aller à la messe le dimanche, une liberté totale. Et à Gaza ? À Gaza, il y a un peu plus de restrictions, c'est vrai, pour 2 raisons. Le gouvernement, c'est Hamas. Hamas est une idéologie religieuse, donc elle interfère dans la vie privée des gens, sur la manière de se vêtir, de se comporter. Mais aussi, les chrétiens à Gaza sont vraiment une toute petite minorité. Est-ce que vous êtes optimiste
pour l'avenir des chrétiens au Proche-Orient? De ce qui se passe récemment, surtout après l'émergence de l'État islamique, on ne peut pas prétendre être optimiste. Il y a plus qu'une inquiétude, il y a une vraie angoisse viscérale dans les entrailles des chrétiens de Syrie et de l'Irak. On n'a jamais pensé à ça. C'est vrai qu'il y a eu dans le Moyen-Orient des persécutions antichrétiennes, le génocide arménien, la guerre civile au Liban de 1860, mais jamais il y a eu un phénomène aussi long et aussi idéologique que ce qui a été causé par l'État islamique. Monseigneur, pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer pour Noël? Je m'adresse d'abord à la communauté internationale. Je lui demande de ne pas oublier la Terre Sainte, de ne pas mettre en second plan le conflit israélo-palestinien qui a duré longtemps, d'essayer de le résoudre. Mais aussi, je m'adresse aux pèlerins qui ont peur de venir à cause des derniers incidents. Je les encourage à venir en pèlerin en Terre Sainte, car malgré tout, les pèlerins sont très bien respectés par tout le monde, par les juifs, par les musulmans et par les chrétiens. Ils peuvent être à l'aise quand ils viennent. Et je souhaite joyeux Noël à tous les auditeurs et les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur Chomali, et joyeux Noël. Si vous nous suivez chaque semaine, vous savez que nous avons commencé à faire le bilan de l'année 2014 et comment parler de cette année écoulée sans mentionner la guerre qui a eu lieu cet été ici en Israël et à Gaza à l'opération Bordure Protectrice. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Gil Kremer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez combattu cet été à Gaza au sein d'une unité particulière qui rassemble des soldats combattants et des photographes. Expliquez-nous le but de votre unité. Mon unité, en fait, elle a pour but de documenter ce qui se passe sur le terrain. Tous les soldats ont une formation de combattants, mais avant cela, ils sont évalués en tant que photographes. Ils doivent savoir prendre des photos, des vidéos, certains font aussi du montage. La plupart, d'ailleurs, ont déjà reçu cette formation au lycée. Cette unité prend vraiment les meilleurs dans ce domaine. Elle leur donne un entraînement militaire et ensuite, elle les déploie sur le terrain pour qu'ils documentent tout ce qui se passe afin de servir les services de communication, mais également les services d'intelligence de Tsahal. Le but, c'est que l'armée ait ses propres images de ce qui se passe. Alors, on va parler un peu de vous cet été. Lorsque la guerre a éclaté, vous deviez finir votre service militaire et vous êtes resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu votre expérience. Oui, j'étais sur le point d'être libéré de mes obligations militaires et le jour où les troupes sont entrées dans Gaza, eh bien on m'a dit que je ne serais pas libéré, mais que je devais entrer dans la bande de Gaza. C'était un choc, mais nous sommes entrés. J'ai rejoint l'une des unités, nous étions dans Gaza environ 10 jours. J'ai rencontré des gens incroyables, j'ai eu des expériences incroyables. Et puis j'ai aussi représenté cette unité dans le monde, puisqu'on a pu voir mes vidéos et mes photos dans les médias un peu partout. Mais comment ça se passe? Parce que vous êtes combattant et vous êtes photographe en même temps. Et quand vous faites la guerre à Gaza, quand est-ce que vous savez à quel moment tirer comme un combattant et à quel moment photographier comme un photographe? Il faut faire usage de la logique qu'on vous apprend pendant votre entraînement. C'est pas simple, mais dans l'armée, vous apprenez cela. Vous savez quand il faut filmer et quand il faut se battre. Si vous voyez que vous ne pouvez pas prendre votre arme parce que vous allez blesser votre camarade, alors vous savez que c'est le moment de filmer. Par contre, quand on vous dit de couvrir vos amis, de les aider, eh bien vous savez que c'est le moment de tirer. Alors justement, on va parler de ces photos que vous avez faites pendant la guerre. J'ai sélectionné quelques photos. On va commencer par celle-ci. C'est une photo que vous avez prise pendant la guerre à Gaza. Vous pouvez nous expliquer à quel moment vous avez pris cette photo, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Cette photo a été prise dans Gaza. Je l'ai prise juste avant Shabbat, lorsque les soldats priaient. Certains n'avaient pas de kippa, alors ils se sont mis les mains sur la tête les uns des autres et ils ont fait la prière de Shabbat, comme ça. Alors on va voir une autre photo, vous allez nous raconter l'expérience que vous avez eue avec la photo suivante qu'on va voir à l'écran. On voit des soldats sur le sol. C'était quand?
Celle-ci a été prise environ un jour avant que nous entrions dans le quartier de Bet Hanoun. Je l'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est positive. Malgré toute cette guerre et ces moments difficiles, on voit quand même les sourires sur les visages et ça me fait beaucoup sourire quand je la regarde. On va regarder une troisième photo avant de se séparer, une photo qui, je sais, a fait beaucoup de bruit en Israël. C'est la photo de sortie de Gaza. J'ai demandé à mes commandants de rester derrière pour prendre les troupes en photo pendant qu'elles sortaient. Les soldats sont sortis avec le drapeau israélien, au vent, fiers. Ils ont achevé leur mission. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire et c'est le message que je voulais faire passer par cette photo. Merci beaucoup, Gil Kremer, d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Et je précise que pour des raisons d'emploi du temps, l'interview de Gil Kremer a été réalisée quelques jours avant le reste de l'émission. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.